Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, des touches noires et blanches vous ont permis de vivre une vie haute en couleurs. Des clés de sol vous ont ouvert les portes des scènes du monde entier. Le pianiste que vous êtes éclaire aujourd'hui des musiques projetées dans les salles obscures. Bonjour Alexandre Tarot. Bonjour. Alors vous êtes un pianiste classique, mais pas seulement. On va le démontrer dans le parcours que vous avez vécu. Et vous sortez un album en hommage au cinéma. Cinéma avec des grandes musiques de films qu'on va évoquer tout à l'heure, à votre façon, revues et corrigées pour qu'elles deviennent encore plus des classiques. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de vous raconter à travers des dates clés. Et votre parcours est étonnant. Et j'ai trouvé une date étonnante, c'est le 10 janvier 1982. C'est votre première télé, musique pour le temps de Noël. Et vous jouez ce morceau. Le concertino pour piano et orchestre de Jean Fransex. Et dans cette émission, vous avez 12 ans, vous avez un petit nœud papillon et vous jouez ce morceau très sérieusement. Vous vous en souvenez? Et c'est le premier traumatisme musical de ma vie, parce que pendant ce tournage, j'ai eu un trou de mémoire énorme. Ah bon? Et donc oui, j'avais 11-12 ans, j'avais petit nœud papillon, un petit costume comme avait acheté ma mère d'occasion, pas très loin d'ici d'ailleurs, je sais plus comment ça s'appelait, un magasin, avec un petit pantalon gris. Et à l'époque, on ne mettait pas de blanc à la télévision parce que ça faisait des taches sur l'écran. Donc il fallait toujours mettre une chemise bleu ciel. Et j'ai commencé à enregistrer, c'était à Bordeaux. Et au bout de 5 minutes, j'ai un trou de mémoire. Donc l'orchestre s'arrête, je suis complètement paniqué. Je regarde mon professeur de piano qui était venu avec moi jusqu'à Bordeaux pour l'enregistrement. Elle doit être paniquée aussi, alors on recommence. Et à nouveau trou de mémoire, donc on l'a joué 3 fois et finalement j'y suis arrivé. Et ça se voit pas à l'antenne, vous êtes très sérieux. Alors Jean Fransex, on l'a un peu oublié, ça a été le compositeur favori de Sacha Guitry. Depuis Les Perles de la Couronne, il a composé tous ses films. Et si Versailles m'était compté. Exactement. Très grand. Alors, le spectacle, pour vous, Alexandre Tarot, ça a commencé beaucoup plus tôt. Je crois que vous avez commencé, avant de faire du piano, en faisant de la figuration dans les théâtres du nord de la France. Oui, parce que mon père était metteur en scène. Il était garagiste et metteur en scène. Drôle d'alliage. Mais au départ, il était chanteur. Il n'avait plus assez d'argent quand je suis né. Et donc, il a acheté un garage. Mais il a continué à participer à la vie lyrique française en faisant des mises en scène dans des petits théâtres du nord de la France, comme celui de Tourcoing, par exemple. Et donc là, je participais à ces spectacles où, en étant simplement fils du metteur en scène et très fier, en galopant dans les coulisses, les dessous de scène, les cintres, j'allais partout. J'étais vraiment un enfant de la balle. Ou en participant en tant que jeune danseur, je faisais de la danse aussi, ou de la figuration. Et des petits spectacles où vous aviez 5-6 ans, vous étiez tout petit. À partir de 5-6 ans jusqu'à 12-13 ans. Et la danse, c'est parce que je crois que votre mère était professeure de danse. C'est ça. Et même à l'opéra, d'ailleurs. Elle a été à l'opéra, ensuite elle était professeure de danse privée, j'ai fait de la danse. Vous voyez, c'est intéressant de commencer comme ça sa vie d'artiste sur scène, en faisant plein de choses différentes. Et en sachant ce que c'est qu'une couturière qui reprend un tutu en dernière minute, un metteur en scène en colère, des choristes, voir de l'intérieur le monde du spectacle. C'est la meilleure école. C'est une belle école. Et puis, le piano, ça a commencé. Alors, je crois qu'enfant, vous étiez fasciné par ce monstre quand votre sœur jouait du piano, Alexandre Tarot. Oui, parce que quand on est enfant, on regarde un piano, même si c'est un piano droit, il s'élève comme ça, il nous dépasse de 10, 15 têtes. C'est énorme. Et je me souviens que je demandais à mon père de me prendre par les bras, comme ça, par le corps, m'emmener en hauteur et ouvrir le capot, le couvercle de ce piano droit, un vieux piano droit qu'il y avait au départ chez nous, pour que je voie à l'intérieur. C'était une grosse boîte magique. Et c'est vrai que quand on est enfant, on appuie sur les touches, on monte les mains comme ça, et puis on appuie un peu sur les touches, ça fait du son, on est très content, mais on ne comprend pas comment ça marche. Et 50 ans plus tard, je ne comprends toujours pas, parce que je fais partie, nous les pianistes faisons partie, avec les organismes peut-être, des musiciens, des seuls musiciens qui ne savent pas comment fonctionne exactement leur instrument. C'est extraordinaire ça. Alors au départ, vous jouiez un peu n'importe quoi avant d'apprendre, pour le plaisir. Et je crois qu'à la maison, Alexandre Tarot, on écoutait beaucoup Chopin. On écoutait beaucoup de musique classique. À l'époque, il y avait le petit Ménestrel. Je ne sais pas si vous avez connu une collection de disques. Oui, chez Lucien Hadès. Oui. Il y avait un acteur, à chaque fois différent, qui parlait, qui racontait la vie d'un compositeur.
Donc j'ai connu Mozart, Chopin, Schubert, Brahms par des acteurs différents qui étaient François Perrier et bien d'autres. Et c'est comme ça ensuite qu'est né Piccolo Saxo et compagnie dans cette collection que André Pop a enregistré et qui était aussi une façon pour les jeunes de connaître la musique. Et les musiciens, alors là, Piccolo Saxo, c'était pour connaître les instruments de l'orchestre. C'était aussi très fort. Alors, je crois que tout a commencé lorsque votre père vous a pris par la main et vous a emmené chez une professeure qui s'appelait Carmen Tacon de Venat, je crois, Alexandre Tarot. Oui, elle habitait dans le 14e arrondissement, au 107 rue Raymond-Losserand, au premier étage. Et je me souviens très bien de cette première visite. J'étais à la main de mon père, on a monté le petit escalier, j'avais le cœur battant parce que je ne savais pas où ça me menait, ou peut-être qu'inconsciemment, je savais que ma vie allait être bouleversée 5 minutes plus tard. Et je suis arrivé, il y avait Madame Tacon de Venat qui nous a ouvert la porte. Elle m'a mis sur un siège de piano surélevé par un gros coussin. Je pense qu'on fait toujours comme ça maintenant, comme chez le coiffeur. Un gros coussin qui m'avait l'air tellement grand. J'avais peur d'avoir le vertige et je suis arrivé en haut de cette tour. Elle a pris ma main, le poignet. Je me souviens très précisément de la température de la paume de sa main me prenant la mienne, la texture de sa peau, de sa main. Et elle a pris ma main, elle l'a posé sur le clavier en ivoire. C'était un piano droit. Et j'ai commencé à prendre contact physiquement avec ce qui est devenu instantanément le meilleur ami, le plus grand ami de ma vie. Voilà, c'est un choc instantané. Alors j'en fais maintenant un choc instantané. C'est difficile de se remettre vraiment presque 50 ans en arrière. Mais c'était, oui, un choc, ça c'est sûr. Et pourquoi votre père vous avait-il emmené chez cette dame Alexandre Tarot? Eh bien parce que c'était un professeur de piano qui officiait dans le même conservatoire municipal du 14e arrondissement, conservatoire Darius Milhaud, que ma mère qui était professeure de danse. Donc il avait entendu dire que ce professeur était vraiment très bon. Et elle était plus qu'un bon professeur, elle était extraordinaire. Elle vous a donné, je crois, des leçons de vie. Oui, mais c'est ça un professeur. Un professeur de musique, c'est quelqu'un qui vous apprend la vie. Oui, mais même à respirer physiquement, à faire parler le piano, c'est ce que vous avez un jour dit. Oui, respirer physiquement. Et on n'en a plus parlé. Après, je suis rentré au Conservatoire de Paris. J'ai fait plein de choses. J'ai rencontré plein d'autres professeurs. Personne ne m'a parlé de la respiration. Et pourtant, c'est la chose essentielle. Parce que quand on devient soliste, il faut savoir respirer, il faut savoir préparer les concerts. C'est un métier de sportif. Il faut savoir se protéger des surprises, des décalages horaires, des hôtels différents. Pour ça, il faut avoir une science, il faut faire du yoga, il faut savoir respirer, dans tous les sens du terme. Et c'était une élève de Marguerite Long qui avait été un professeur ami avec Debussy, Ravel, et qui avait, je crois, créé une méthode sur le travail des doigtés. Et il y a un prix Marguerite Long, d'ailleurs, depuis 1943. Qui existe toujours, oui. Tout à fait, le grand prix Marguerite Long. Alors finalement, votre piano, c'est devenu votre compagnon, votre jardin secret, votre ami d'enfance, votre ami de toujours. Je pense qu'un piano, quand on est enfant, c'est vraiment un compagnon magique. Ensuite, à l'adolescence, il peut devenir notre, en effet, jardin secret, notre ami intime auquel on peut chuchoter des choses qu'on n'arrive pas à dire dans la vie. Ou c'est vraiment, et il nous répond. Il nous répond. Et puis ensuite, un compagnon de route, oui, en tant que pianiste soliste, le piano est l'instrument, l'objet même est essentiel dans ma vie. Oui, et le compagnon, parce que vous passez 12 heures par jour, quelquefois, devant votre piano, Alexandre Tarot. 12 heures par jour, peut-être pas, mais presque, oui. Oui. Parfois, c'est... Donc, il faut mieux s'entendre avec son partenaire de jeu. Alors, tout ça, ensuite, est passé très vite. Il y a eu un premier prix de piano à l'âge de 17 ans. Il y a eu des concours, et des concours que vous avez toujours considérés comme des combats qu'il fallait gagner, Alexandre Tarot. Oui, parce que la compétition n'a rien à voir avec l'art. Et donc, quand on est jeune, quand on nous apprend, à l'époque c'était au Conservatoire national, le Conservatoire a changé aujourd'hui, mais quand même, je parle de mon époque, donc on est dans les années 80, fin des années 80, on nous apprenait à la compétition entre musiciens, et c'est terrible parce qu'il n'y a pas de compétition. Alors, on se retrouvait devant des jurys de différentes écoles, il fallait plaire à ces différentes personnes. Donc celui qui jouait de la manière la plus moyenne, quoi, qui ne faisait pas de vagues, ben, gagnait. C'était absolument idiot. Et puis, ou alors, fallait jouer vite et fort, et on était sûr de... Enfin, tout ça allait à l'encontre de la musique. Et en plus, vous avez entamé une carrière européenne, et on ne joue pas ou on n'écoute pas la musique de la même manière dans tous les pays. Au Japon, en Amérique, en France, c'est pas la même chose.
Déjà en France, le public du Sud, puisqu'on est sur Sud Radio, n'est pas le même que celui de l'Alsace ou du Nord. Et dans le monde, on se retrouve face à des publics qui reçoivent la musique d'une manière tellement différente. Prenez, par exemple, 2 pays qui sont pourtant presque côte à côte, c'est la Chine et le Japon. En Chine, les téléphones portables sonnent dans la salle et les gens répondent. Enfin, je ne caricature pas, c'est très souvent comme ça. Il y a un bruit qui est inhérent à la vie chinoise et j'adore les Chinois tels qu'ils sont. Vous traversez la mer et vous arrivez au Japon où le silence est de marbre pendant les concerts. C'est incroyable, on entendrait une mouche voler. Et au Japon d'ailleurs, l'année dernière, une certaine Mayako Muroa a fêté ses 100 ans sur scène. C'est la doyenne des pianistes au Japon. Elle donnait un concert à Tokyo en hommage à Beethoven. C'est comme quoi le piano, ça conserve. Oui, ça c'est vrai. Et le piano est un instrument plus facile que les instruments à cordes ou les instruments à vent. Si on n'a pas d'arthrose, si on n'a pas de problème dans le dos, dans les bras, on peut jouer jusqu'au soir de notre vie. Et tout ça est allé très vite parce que vous avez commencé très jeune et les prix se sont accumulés. Ça a été beaucoup plus vite que vous le pensiez au départ, Alexandre Tarot. Ah, c'est plus complexe que ça parce que mon début de carrière était difficile. J'avais pas assez de concerts, j'enregistrais des disques, mais pour des petits labels, donc on n'en entendrait pas du tout parler. Et ça s'est fait petit à petit. Mais en effet, au tout début, à 18-20 ans, oui, je glanais des prix, mais qui m'ont servi à rien du tout. Oui. Avoir un prix de concours international, en dehors du prix Chopin peut-être, ou 2 ou 3 prix, mais sinon ça ne sert à rien du tout. Ce sont des prix qui vous ont simplement appris à gagner, à être connus. Voilà, simplement. Être connu d'un cercle très étroit. Le marché de la musique classique, c'est minuscule. Ça s'est agrandi ensuite et on va en parler avec une autre date, le 14 juin 2006. A tout de suite sur Sud Radio avec Alexandre Tarot. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alexandre Tarot. Alors vous êtes pianiste pas seulement classique, vous avez une carrière exceptionnelle dont on a évoqué les débuts. Vous sortez un album cinéma en hommage aux grands compositeurs de cinéma. Et puis dans votre parcours de pianiste classique au départ, au Chopin, Bach, etc., ça a changé le 14 juin 2006, car ce jour-là, vous êtes au Nuits de Fourvière avec Bartabas. C'est vrai, on a fait un spectacle ensemble, on en a fait beaucoup d'autres d'ailleurs par la suite. Il a eu la bonne idée d'associer un pianiste classique à ses chevaux de l'Académie équestre de Versailles. Et on a créé ce spectacle. Après, on a fait des duos ensemble, des levées de soleil où je jouais. Il était seul comme ça à 4-5 heures du matin sur son cheval. Ce qui était très intéressant, c'est de se rendre compte chacun que nos 2 gros animaux étaient semblables. Moi, mon piano de concert noir et lui, son Caravage, son cheval noir. Et aussi notre manière de travailler. Le pianiste fait ses gammes et c'est un travail semblable au travail qu'a le cavalier le matin avec son cheval qui lui fait faire des gestes très précis. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on voit les images, vous êtes seul au milieu des chevaux. Et d'ailleurs, je vous avais dit ce jour-là que vous ne regardiez surtout pas les chevaux, Alexandre Tarot. Oui, ça me faisait peur. Moi, j'y connaissais rien aux chevaux. Et donc, les premières répétitions, c'est dingue. On avait prévu un final où les 3 ou 4 chevaux devaient rester seuls, sans selle et sans cavalier, autour du piano, et je devais jouer. Et en fait, on a essayé, ils ont commencé à tourner autour du piano de plus en plus vite, à un galop effroyable. Et j'ai eu tellement peur ce jour-là, ils me frôlaient le dos comme ça. Donc on a décidé de faire un autre final. En fait, les chevaux ne voient ni le vert ni le rouge, mais en pivotant sur les 2 oreilles, ils entendent tout. Et donc ils ont une ouïe beaucoup plus fine que celle de l'homme. Ils apportaient aussi une sorte d'aspect méditatif à ce spectacle. Et jouer avec la présence des chevaux, mais je me sentais tellement bien, tout semblait facile et évident. Vous savez, j'ai pas de piano chez moi, j'habite du côté de Bastille et je vais très souvent travailler mon piano à la garde républicaine, boulevard Henri IV, où il y a 280 chevaux. Puis ce chevaux m'apporte, puisque c'est une ville dans la ville, ce lieu-là, c'est incroyablement grand, apporte à tous les gens qui vivent là un apaisement fabuleux.
Mais comment ça se fait qu'un pianiste n'ait pas de piano chez lui? C'est pour pas faire de C'était un choix, mais parce que je me sentais noyé par mon instrument. C'était il y a maintenant presque 30 ans et j'ai choisi en déménageant de ne plus vivre avec un piano et je vais travailler à droite à gauche. C'est aussi bien comme ça. Alors, comment c'est venu cette aventure chez Bartabas? Parce que c'est inattendu qu'un pianiste classique se retrouve dans ce spectacle. Il m'a appelé et j'ai dit oui tout de suite. Il faut, quand on est artiste, je crois qu'il faut toujours se considérer comme un étudiant qui ne sait pas grand-chose et qui a besoin des autres. Alors, travailler avec d'autres artistes, c'est toujours une leçon, mais quand ces autres artistes ont une autre manière de s'exprimer, quand ils viennent d'un autre milieu culturel, alors là, ça vous fait vraiment beaucoup de bien. Et il vous connaissait par vos concerts? Par mes disques, je me souviens qu'il écoutait en boucle mon disque des concertos italiens de Bach chez Harmonia Mundi, donc c'était il y a 20 ans, et parce que c'est un fou de musique, de tout style de musique. Et quand il est sur son cheval, il a toujours des écouteurs aux oreilles. Alors finalement, ce spectacle qui est arrivé, ça a été un choc, finalement, la révélation de quelque chose, Alexandre Tarot. La révélation, oui, de quelque chose. Alors je dois dire... Vous pouvez faire autre chose que du classique. Oui, mais j'avais déjà fait d'autres choses avec des chanteurs, parce que je suis vraiment un grand admirateur des chanteurs d'opéra, mais aussi des chanteurs de chansons. J'avais travaillé un peu de théâtre, j'avais essayé, dès que je croisais, mais ça vient de mon enfance, que je vous disais tout à l'heure, j'étais quasiment né sur une scène où on faisait de l'opérette, du musical, de l'opéra. Et donc, dès que je croisais à l'adolescence et au jeune âge adulte des artistes très différents, je m'accrochais à eux comme avec de la glu. Je leur disais, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Mais vous avez aussi consacré des spectacles à des musiciens classiques comme Erik Satie. Je crois qu'il y a eu un spectacle en 2009 pour remettre à l'honneur quelqu'un qu'on connaît pas vraiment, Erik Satie, dans le milieu populaire. Et même dans le milieu classique, c'est un compositeur dont on joue une ou deux œuvres, Gymnopédie, peut-être une ou deux gnossiennes, peut-être à l'orchestre Parade, mais finalement c'est probablement le compositeur qui est l'un des compositeurs français le plus connus dans le monde et dont on ne connaît que 2 mélodies. Et son meilleur copain, c'était Jean Cocteau. Et je ne savais pas si vous savez, mais quand Jean Cocteau est entré à l'Académie française, il a succédé à Jérôme Tarot, qui était un écrivain. Jérôme Tarot, oui. Et cherchant un discours, il a dit, j'ai compris, je vais commencer mon discours par Tarot, c'est Descartes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, j'ai bien fait de venir. Voilà. Je ne connaissais pas cette anecdote. Alors, il se trouve qu'il y a aussi, dans vos organisations, dans les spectacles, cette journée à la Cité de la Musique, où vous avez retrouvé François Morel, Juliette. Ça aussi, c'était totalement inattendu. Oui, et puis la Cité de la Musique, maintenant Philharmonie de Paris, on l'appelle Philharmonie de Paris, c'est un lieu quand même extraordinaire avec plusieurs salles et qui mixte les publics avec des places pas chères déjà, et une programmation foisonnante qui part du symphonique pour aller jusqu'au rap. Et donc, en passant par la musique traditionnelle, la danse, et ça permet vraiment aux gens de découvrir, de se rassembler et de vivre des spectacles dans une salle de spectacle avec des publics qui n'ont pas l'habitude de croiser. Et François Morel, c'est les Deschiens, c'est des hommages à De Vos, c'est aussi Erik Satie grâce à vous. Ah, c'est très Satie. Je trouve que François Morel a un esprit très satien. Mais en même temps, penser à mettre Juliette et François Morel dans un spectacle de ce genre, c'était pas évident. Non, mais voilà, il faut que les organisateurs nous fassent confiance. Et Juliette, d'ailleurs, est une folle de musique classique. Et l'une de ses idoles, c'est Gérard Calvi, qui est grand compositeur, qui a failli entrer à la Villa Médicis et qui finalement a fait les Branquignoles et d'autres musiques depuis. Oui, puis son père était musicien. Juliette, elle joue très bien du piano. On a joué souvent à 4 mains, pas en concert, mais à la radio, par exemple, quand on avait une carte blanche, l'un ou l'autre. C'est une très, très, très fine musicienne et ça se ressent aussi quand elle chante. Et parmi les morceaux, les musiciens que vous avez joués, Alexandre Tarot, il y a celui-ci. La pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel. Ça aussi, c'est un de vos maîtres. Oui, à travers le temps. Ce qui est beau avec la musique de Ravel, c'est qu'elle contient toute l'histoire de la musique. Il s'est vraiment inspiré du XVIIe siècle, XVIIIe, XIXe, de Schumann, Chopin, Couperin, Rameau, Satie, son père spirituel. Et donc, il y a il y a 3 siècles de musique en une seule musique.
Et l'un des premiers spectateurs de Ravel connus, ça a été Léo Ferré. Il était à Monte-Carlo, il était enfant. Il va à l'Opéra de Monte-Carlo et Ravel était en train de composer et de répéter un morceau. Et Ravel a discuté avec Ferré pendant quelques minutes. Mais la chanson française doit beaucoup à Ravel. Brel s'est inspiré de Ravel, Barbara s'est inspiré de Ravel. Tant de chanteurs jusqu'aux années, on va dire jusqu'aux années 70. Encore aujourd'hui, évidemment, mais il a eu vraiment un impact très fort, non seulement sur la musique classique, mais sur tout style de musique. Et Léo Ferré a débuté dans l'indifférence générale, dans un cabaret auquel vous avez rendu hommage, qui est le Bœuf sur le Toit, qui est un cabaret qui a été à la mode dans les 30, qui a changé plusieurs fois d'adresse, créé par un certain Louis Moïses. À côté de la Madeleine, au départ, en 1921. Voilà. Et vous avez rendu hommage à ce cabaret. Ah, c'était un cabaret incroyable, qu'on oublie trop souvent. Un cabaret où se sont noués des amitiés, des amours même, entre des gens qui venaient de partout et des artistes très différents. Parce que c'était Jean Cocteau qui l'avait créé, avec le groupe des Six, avec des musiciens comme Jean Vienner, Clément Doucet. Il adorait le jazz, il se mettait lui-même parfois à la batterie. Et donc on mangeait, et puis en fin de soirée, il y avait des musiciens qui jouaient du jazz. Et tous les artistes de l'époque, de Proust à Satie, vous parliez de Ravel, Charlie Chaplin et bien d'autres, sont des cinéastes, des photographes, des peintres, des poètes, des écrivains, venaient là pour découvrir le jazz. Alors ils découvraient le jazz, ils adoraient ça, ils se saoulaient, mais ils parlaient ensemble. Et donc le jazz a été à Paris le lien entre tous ces artistes au Bœuf sur les Toits à partir de 1921. Oui, et d'ailleurs, les musiciens qui se retrouvaient ensemble sur scène disaient on vient faire un bœuf. Et l'expression est née là. Et il y avait aussi, j'ai entendu parler d'une chanteuse qui s'appelait Morgane, qui était au Bœuf sur le Toit, qui était totalement folle, qui était la vedette de la soirée parce qu'elle chantait n'importe quoi et totalement faux. Et quand elle arrivait sur scène, elle faisait un triomphe. Et c'était aussi une période où les femmes ont pu faire tout ce qu'elles voulaient, s'habiller en pantalon, l'entre-deux-guerres, quoi. Jouer du jazz, pouvoir s'exprimer, alors qu'elles ne pouvaient pas le faire autant avant la Première Guerre mondiale. Le jazz et le classique, finalement, ont des points communs, Alexandre Tarot. Oui, ont des points communs. Le classique s'est beaucoup inspiré du jazz. Il a puisé tellement de choses, qu'on prenne Milhaud, Ravel, Debussy, Satie aussi, enfin tous ces grands compositeurs de l'époque, et aujourd'hui encore. Eh bien, vous êtes aussi inspiré d'autres choses. On en parle avec une autre date, le 23 juillet 2017. À tout de suite sur Sud Radio avec Alexandre Tarot. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alexandre Tarot, donc pianiste classique au départ, mais avec d'autres aventures. Il y a Cinéma, cet album dont on va parler tout à l'heure. Il y a eu Bartabas, première expérience. Et le 23 juillet 2017, en Avignon ou à Avignon, ce spectacle. Je vins au monde, je n'avais rien dans la tête. C'est drôle, j'avais tout. Vaille que vaille, avec Juliette Binoche et Alexandre Tarot. C'est en Avignon, dans la cour du lycée Saint-Joseph, et c'est un souvenir extraordinaire. Un souvenir de peur surtout parce que Juliette n'avait jamais... Elle chantait très peu, là on l'entend chanter, mais elle chantait peu dans le spectacle, mais c'était quand même un sacré tour de force pour elle. Moi j'étais au piano, mais quand même je disais des textes, j'allais sur scène, je faisais pas mal de trucs, et je faisais aussi des textes avec elle, quoi. Donc avoir comme partenaire Juliette Binoche, c'est pas rien quand on n'est pas du tout comédien. Et on avait peur, je me souviens que quelques heures avant on nous avait dit Macron vient. Alors là, c'était encore pire. Et finalement, il n'est pas venu. Mais il y avait un parterre quand même assez impressionnant. Et avoir Juliette Binoche pour ce genre de spectacle, c'était pas évident. Oui, mais au départ, c'était mon idée. Je voulais faire un spectacle. C'était le 20e anniversaire de la mort de Barbara. Et je voulais rendre hommage à Barbara, mais par les textes. Pas chanter, mais par les textes et les musiques pure, juste écouter comme ça des extraits de ses mémoires par exemple, et les textes de ses chansons, mais dits. Et c'est magnifique, c'est là qu'on se rend compte que c'était un grand poète. Et donc Juliette Binoche était idéale pour dire les textes de Barbara. Et vous l'avez convaincue sans problème. C'était pas évident. Non, elle avait très très envie. On a beaucoup travaillé parce que c'est une actrice qui travaille comme une folle. Et donc, je pense ne jamais avoir autant travaillé pour un spectacle que Vaille que vaille. Mais en plus, Avignon... Vaille que vivre, pardon. Vaille que vivre, mais surtout, pourquoi Avignon, alors que vous auriez pu faire un triomphe à Paris dans une très grande salle? Mais on l'a fait après à la Philharmonie de Paris. On a fait une tournée, mais je pense qu'il fallait pas non plus parcourir le monde entier pendant 3 ans.
C'était un hommage qu'on voulait faire qui nous séparait de notre vrai métier. Vous voyez, là, Juliette chantait. Moi, je suis pas un pianiste qui joue du Barbara. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je peux le faire, mais c'était vraiment la réunion de deux artistes qui étaient fous de Barbara et qui voulaient partager leur passion. Il fallait que ça reste court. La découverte de Barbara, pour vous, Alexandre Tarot, je crois que c'est le théâtre du Châtelet. Alors, c'est plutôt parce que, comme beaucoup d'adolescents, Barbara m'a aidé. Quand j'avais 14-15 ans, je l'écoutais. À l'époque, on appelait ça un Walkman, une petite cassette. J'écoutais ses disques des nuits entières. Hein. J'étais déjà un peu insomniaque à l'époque. Et j'écoutais Barbara. Elle me parlait. J'avais l'impression, avec sa voix quasi maternelle, qu'elle me comprenait plus que quiconque. Et j'avais l'impression de converser avec elle. Encore maintenant, plus de 25 ans après sa mort. Et plus de 23 ans après sa mort. Et puis ensuite, je suis allé la voir au Châtelet en 1987. Alors là, ça a été incroyable parce que je comprenais, même je ne tendais pas vers ce métier-là, mais je voulais vivre la scène comme elle la vivait. C'est-à-dire en donnant tout, en montrant ses failles, en s'offrant totalement à son public. Et je pense que chez elle, la scène, elle vivait la scène mieux que la vie. C'est-à-dire que sur scène, toutes ses émotions étaient décuplées. Elle était heureuse à 1000%. Et dès qu'elle sortait de scène, c'était beaucoup plus difficile. Oui, mais elle aimait tellement la scène qu'elle s'installait, quand elle faisait par exemple le Châtelet, dans un hôtel juste en face, et arrivait dès 9h du matin dans le théâtre, où elle restait sur son rocking chair à attendre. Elle avait fait au Châtelet, elle avait fait les deux Châtelets en 87 puis en 93. Elle avait fait construire une loge spéciale à même le plateau pour ne pas monter des escaliers, aller dans les loges existantes. Et dans cette loge, elle s'enfermait à double tour. Elle pouvait rester des heures. Et devant, donc vous voyez dans les coulisses, là, juste avant l'entrée de la scène, le plateau, il y avait des milliers de fleurs que lui offraient tous les gens qui venaient à la fin du spectacle. Qui lui amenaient des fleurs. Elle posait tout ça sur le plateau dans des vases et le matin, elle arrosait ces fleurs. C'est incroyable. Hein. Vous avez vu cette loge ou pas du tout ? Je l'ai peut-être vu parce qu'en 87, j'ai donné mon premier concert au Châtelet dans une série qui s'appelait Des grands interprètes aux jeunes talents, qui réunissait une ou un interprète de grand talent avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Et moi, c'était Christiane Edapierre, une grande chanteuse d'opéra. Et c'était un lundi parce que c'était le jour de relâche. Mais c'était le jour de relâche de Barbara. Donc je suis passé dans les coulisses. Mais voilà, j'étais jeune et j'ai pas pensé que tant de choses se nouaient là, à cet endroit. Et dans ce spectacle que vous avez créé, Alexandre Tarot, vous êtes inspiré de ses mémoires, d'un piano noir. Alors ces mémoires, elles étaient inachevées. Moi, je me souviens de Barbara qui m'appelle un jour, je voulais faire un film sur elle. Elle m'a dit, écoutez, je termine mes mémoires dans 6 mois, on pourra faire ça ensuite. Et elle n'a jamais terminé ses mémoires. Non, parce qu'elle est décédée, ses mémoires sont sorties beaucoup trop vite. Il y a des erreurs, on sent bien que ça n'a pas été bien relu, que... Il y a des passages, je suis persuadé, je ne suis pas Barbara, mais je suis persuadé qu'elle n'aurait pas accepté que ça sorte de cette manière-là. Et qu'est-ce qu'on aurait aimé qu'elle ait le temps de les terminer ? Oui, parce que c'était une femme qui vérifiait chaque mot, chaque note. Absolument. Et elle racontait tout, parce que dans ce spectacle, vous aviez évoqué son enfance volée, l'inceste, l'occupation. Elle a vécu des moments dramatiques, Barbara. Oui, et c'est grâce au public et grâce à la scène qu'elle a pu survivre, qu'elle a pu s'accrocher à la vie, s'épanouir, être heureuse. Peut-être pas totalement dans la vie, mais en tout cas sur scène. Et c'est pour ça que c'était des moments magiques et que nous, dans la salle, on le savait, ça. On savait pas exactement ce qui se tramait. Parce qu'on ne savait pas qu'elle avait subi l'inceste, par exemple. Il a fallu attendre qu'elle meure et qu'on publie ses mémoires. J'imagine 2-3 personnes étaient au courant, mais pas nous, pas son frère public. était au courant, c'est lui qui a donné le feu vert à ses mémoires. Et donc, nous, dans la salle, on savait qu'on était tout pour elle. On le savait. Mais elle avait tellement de secrets que les premières fois où elle écrit des chansons, elle n'a jamais osé dire au départ à Bobino qu'elle en était l'auteur. Elle avait très peur. Elle avait très peur et elle était cachée derrière son clavier. Elle ne se levait pas. Il a fallu Bobino, justement, pour qu'elle ose se lever et qu'elle ose chanter Ma plus belle histoire d'amour, qui est dédiée à ce public. Et c'est vrai, tout ce qu'elle dit dans ses chansons, c'est vraiment ce qu'elle ressentait au plus profond d'elle-même. Jusqu'au Châtelet 93, où à un moment elle se retournait, elle nous montrait son dos et elle allait au fond de la scène en faisant des gestes avec ses mains. Ceux qui ont assisté à ce spectacle s'en souviennent très bien. Et les pendrillons, tous les rideaux tombaient comme ça. Et elle arrivait au fond de la scène, que je connais bien, ce fond de scène qui est très très au lointain.
très loin du premier rang du public, et il y a une toute petite porte au centre. Et elle arrivait devant cette porte, et là, elle se retournait vers nous, donc à je ne sais pas combien de kilomètres, et elle criait, elle nous prenait avec ses bras comme ça, avec un geste comme si elle nous enlaçait. Alors nous, on savait pas, mais on savait qu'elle nous aimait, qu'elle criait vers nous. Mais ces musiciens m'ont dit depuis qu'en fait, ce qu'elle disait, elle criait « Je vous aime !» mais à s'abîmer la voix, elle criait comme une folle. Mais nous, on savait. On ne savait pas exactement ce qu'elle criait, mais on savait qu'on était tout pour elle et que sans nous, elle n'avait plus de vie. Et sans Discorama et sans Denise Glaser, elle n'aurait peut-être jamais percé, elle serait restée à l'Écluse. Et je ne sais pas si vous le savez, Alexandre Tarot, elle a fait sa première télé avec un faux disque. Denise Glaser la repère à l'Écluse. Elle n'avait pas enregistré le disque. Pour faire Discorama, il fallait un 45 tours. Donc on a mis un faux 45 tours à l'antenne et c'est comme ça qu'elle a débuté. Et Denise Glaser a été vraiment une vraie découvreuse. Elle avait un nez incroyable, une découvreuse de talent, voire de génie. Et elle est morte dans l'indifférence générale. À son enterrement, il n'y avait que 2-3 personnes, dont Barbara. Oui. Barbara était folle de rage quand ses amis ou des gens étaient isolés ou quand les gens mouraient. Moi, ça me rend fou aussi quand je vois que quelqu'un meurt. Ça fait 10 ans qu'on n'en parle plus et puis tout d'un coup, le monde entier l'adore parce qu'il vient de mourir. Et Barbara disait d'ailleurs dans une de ses chansons, il ne faut pas attendre qu'il soit mort pour lui dire je t'aime, il ne faut pas attendre qu'il soit mort pour lui offrir des fleurs. Oui, ça s'appelle de la récupération. Mais en même temps, moi je me souviens de Denise Glaser, dans les soirées parisiennes où elle n'était plus rien, sortant de son sac un petit morceau de fromage parce qu'elle n'avait pas de quoi dîner. Oui, je crois qu'elle est morte vraiment dans ces dernières années, c'était terrible. C'était terrible. Alors il y a eu Barbara et puis il y a eu autre chose dans votre carrière, il n'y a pas eu que le théâtre, il y a eu le cinéma avec ce film. Qu'est-ce qu'il y a ? Le film Amour de Michael Haneke, dont vous êtes l'un des interprètes et aussi le compositeur de la musique. Enfin, la bande originale. Oui, c'est Schubert avec un tout autre talent que le mien. Un peu de Beethoven d'ailleurs aussi. Un peu de Beethoven et Bach, c'est vrai. C'est une autre fin de vie. Hein. C'est l'histoire d'une femme qui a une maladie, on ne sait pas vraiment laquelle, peut-être Alzheimer, dont le mari, Jean-Louis Trintignant, est très bienveillant et essaye de l'aider tant bien que mal. Et cette femme, c'est Emmanuelle Riva, qui avait été découverte par Alain Resnais au cinéma, dans Hiroshima, mon amour, et qui, à 85 ans, fait son retour et obtient un César avec ce film. Film couvert de palme d'or, de tas de prix. Moi, j'étais très fier. Comment vous êtes trouvé là-dedans? J'apparais 10 minutes à l'écran, mais j'étais très fier. Vous êtes le fils, d'ailleurs, d'Emmanuelle Riva, en pianiste. Alors, je suis son élève. Son élève, oui. Et donc, j'arrive. Au début, on me voit donner un concert, mais enfin, je suis pas à l'écran, mais c'est un concert que je donne. Ensuite, je me retrouve chez elle, à l'improviste, avec des fleurs, justement. Voilà. Dans le film, je suis un élève fidèle. Je viens avec des fleurs. Je lui dis, écoutez, je passais par là, je voulais savoir comment vous allez. Et je la retrouve en fauteuil roulant, donc je suis très inquiet. Et, comment vous êtes retrouvé? Comment vous êtes retrouvé comédien dans cette aventure, Alexandre Tarot? Un peu par hasard, j'avais un ami comédien qui avait fait les essais et il sentait que ça n'allait pas. Il leur a dit, est-ce que vous avez essayé avec Alexandre? Et donc, non, je ne connaissais peut-être même pas. Et vous savez, dans ces cas-là, ils regardent sur YouTube, on fait des vidéos. Ah oui, pas mal, bon, essayons demain matin. Et ça tombait bien parce que j'étais dans une année sabbatique où j'avais décidé de ne donner aucun concert pour travailler les variations Goldberg de Bach. Et donc, pendant quasiment un an, je n'ai pas donné de concert. Je n'avais que ça à faire. Et je suis allé travailler le soir même avec Didier Sandre, le comédien, qui est aujourd'hui à la Comédie Française. Je lui ai dit, fais-moi travailler ce texte parce que je dois faire des essais demain. Et voilà. Ça leur a plu, je me suis retrouvé dans cette aventure. Et il y a un autre documentaire, d'ailleurs, qu'on a vu notamment à Beaubourg, qui est un documentaire sur vous, qui est assez particulier parce qu'on vous voit vraiment filmer dans tous les pays que vous traversez, en coulisses et sur scène, Alexandre Tarot. Oui, le temps dérobé. Exactement. Ouais. C'est assez rare ce genre de choses. Un film consacré à un pianiste au cinéma, même dans une salle comme Beaubourg, c'est assez rare. Ouais, c'était sorti dans plusieurs salles et c'était Raphaël Elie Grenier qui avait fait ce film et avec beaucoup de volonté parce que j'imagine qu'à l'époque c'était pas facile de trouver des financements pour un film sur la musique classique et elle s'est déplacée dans plein de pays. On a été jusqu'à Kuala Lumpur. Elle voulait comprendre, savoir comprendre et montrer, partager ce que vit un soliste backstage, en dehors des concerts. Oui, parce qu'on ne sait pas le travail que ça représente. Le temps dérobé, c'est un peu l'origine du titre.
Oui, mais c'est un travail, il y a beaucoup d'attentes dans ce métier. Beaucoup d'avions, beaucoup de trains, beaucoup d'heures passées dans le silence, des chambres d'hôtel, des loges, de salles de spectacle. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On écrit des livres, on a peur, on pleure, on se dit mais pourquoi je fais ce métier-là? Où on est heureux, on fait l'amour, on travaille pour d'autres concerts. Dans les loges de salles de concert, il y a souvent un piano, donc on peut aussi préparer les concerts suivants. Voilà. Et puis il y a une autre destination que vous affectionnez, c'est Perros-Guirec. Alors Perros-Guirec, il faut que tous les auditeurs de Sud Radio aillent visiter cette ville parce que c'est un endroit charmant avec plein de fleurs, des rochers roses, c'est la côte de granit rose, 2 plages extraordinaires, celle de Trégastel, celle de Ploumanac et puis celle de Trestrignel dont mes parents ont un petit appartement juste en face. C'est une plage qui ressemble à un théâtre avec des rochers sur les côtés. C'est très majestueux. C'est une plage plus petite, plus intime que Trestraou, qui est à juste quelques centaines de mètres d'elle. Et puis il y a les crêpes, puis il y a le cidre. C'est beau cette ville, vraiment. Et puis les gens sont gentils. Il faut y aller. Et là, on ne fait pas de cinéma, mais le cinéma, on va en parler dans quelques instants avec une autre date, le 21 octobre 2022. A tout de suite sur Sud Radio avec Alexandre Tarot. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alexandre Tarot. Donc on a parlé de votre passé, de Bartabas, de Barbara, de tout ce que vous avez fait. Et puis là, une nouvelle aventure étonnante, c'est cinéma. C'est un album qui est sorti donc le 21 octobre 2022. Et c'est un hommage au cinéma, car vous êtes un grand amateur de cinéma. Je ne suis pas vraiment un spécialiste du cinéma, je joue comme tout le monde. Quand j'étais enfant, il n'y avait pas de télévision à la maison, donc quand on allait au cinéma, le cinéma c'était vraiment la fête. J'habitais près des grands boulevards, vous voyez, entre Opéra et Bonne Nouvelle. Là, il y avait plein de théâtres et de musicals. Plein de théâtres et de musicals, certains étaient transformés en cinéma. J'adorais aller au cinéma. Et surtout, j'aimais les musiques de ces films. Et ce disque, ce double album qui s'appelle Cinéma, certes, mais il aurait pu avoir un autre titre pour faire comprendre que c'est plus un hommage à ces musiciens de films qu'un hommage au cinéma. Ces musiciens que sont John Williams aux États-Unis, Ennio Morricone, Nino Rota en Italie, en France, Vladimir Cosma, Michel Legrand, Philippe Sard, Philippe Rombi, plus proche de nous, et tant d'autres. Voilà. Mais justement, on va parler de ces morceaux, mais il faut savoir que dès l'enfance, il y a un film qui vous a marqué, dont la musique vous a marqué, c'est ce film-là. Jeux interdits, film... Vous savez que Brigitte Fossé est arrivée là par Paris. C'est-à-dire que sa mère et sa grand-mère lui ont dit « il faut que tu passes l'audition ». Par Paris, elles sont arrivées et puis finalement, il fallait une fille plus âgée. Ils se sont fait jeter. Et Brigitte dit « non, je vais quand même essayer ». Elle a été engagée. Incroyable, parce qu'elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse. Elle est tellement naturelle, on y croit tellement à cette petite fille qui voit, c'est pas... Quelle violence quand même. Elle voit ses parents mourir en direct, là, à quelques centimètres d'elle, sous les bombes. Elle se retrouve après dans la forêt à errer et elle tombe nez à nez avec ce petit garçon qui a presque 1 an ou 2 ans de plus qu'elle. Et naît de cette rencontre une forme d'idylle amoureuse, enfantine. Je pense que c'est l'un des films les plus déchirants sur l'enfance et les plus humains de l'histoire du cinéma. Et cette musique vous a fait pleurer. Je crois que le film, vous l'avez découvert enfant, Alexandre Tarot, chez vos grands-parents. Ben voilà, où on regardait la télévision, puisqu'il n'y avait pas la télévision chez moi. J'aimais mes grands-parents parce qu'ils avaient la télévision. Et donc, ça vous a complètement bouleversé. Oui, je pense que... Est-ce que tout le monde se souvient du premier film qui les a fait pleurer, hein? Moi, c'est celui-ci, je m'en souviens très bien. Avec des pleurs, vous savez, quand on est enfant, on ne veut pas montrer qu'on va pleurer. Donc ça monte à l'intérieur et on n'ose pas. Et puis, eh bien si, il faut pleurer. Mais quand on pleure au cinéma, qu'on ait 5 ans ou 70 ans... c'est presque toujours accompagné d'une musique. Et cette musique, elle nous reste là, imprimée en nous, dans nos tripes, toute notre vie. Alors, il a fallu choisir des musiques pour faire ce double album, et il a fallu trouver des musiciens, enfin le jouer comme si c'était un des morceaux classiques de Beethoven ou de Schubert. Pour cet album ? Oui. Oui. C'est toute une science de créer un album avec des compositeurs différents. Il faut qu'il y ait, évidemment... des tubes comme Amélie Poulain ou l'été 42, mais aussi des pièces, faire découvrir des pièces peu connues ou des pièces qu'on n'a pas entendues, qui étaient très connues, mais qu'on n'a pas entendues depuis 20 ou 30 ans.
et puis arriver à créer des zones d'ombre, des tunnels. On peut pas aligner les chefs-d'œuvre dans un disque. Il faut qu'il y ait des parenthèses, il faut baisser le rythme, et puis ensuite donner des œuvres brillantes, virtuoses. Il faut des arrangements aussi pour que l'orchestre classique puisse intervenir. Alors, dans ce disque, il y a beaucoup d'arrangements originaux, ceux de Michel Legrand par exemple, et puis j'ai demandé à un fabuleux orchestrateur et compositeur qui s'appelle Dimitri Soudoplatov, qui vit à Lausanne, de faire les autres arrangements pour orchestre. Michel Legrand, vous l'avez rencontré quelque temps avant sa mort. Et je crois qu'il y avait, vous évoquez les lettres d'amour en Somalie, qui était une de ses dernières musiques de film. Alors, lui, c'est Jean Vienner. Voilà. Jean Vienner, que je n'ai pas enfin que j'ai rencontré sans le savoir quand j'étais enfant, mais Jean Vienner qui était en quelque sorte l'un des maîtres de Michel Legrand. Voilà. Et d'ailleurs, Michel Legrand m'avait passé, avant de mourir, un manuscrit du Grisby. Jean Vienner avait écrit la musique du film Ne touchez pas au Grisby. Et son fils spirituel, entre guillemets, Michel Legrand, avait écrit une version pour piano très jazzy, très très belle, que je joue depuis d'ailleurs. Mais Michel Legrand a fait des tas d'inédits qui sont dans des cartons que Macha Merrill classe en essayant de faire tout ressortir, parce qu'il y a des chefs-d'œuvre totalement oubliés. C'était un génie dans le sens, il disait qu'il était un robinet à musique. Alexandre, vous savez, je suis un robinet à musique, il suffit d'ouvrir le robinet et ça sort tout seul. Et c'est vrai, donc il pondait de la musique géniale tous les jours. Tous les jours, et même sans savoir qu'il était génial, parce qu'il était d'une modestie rare. Oui, et puis surtout, il avait envie d'écrire des œuvres classiques. Il n'avait pas envie de faire que du cinéma. Donc il a écrit beaucoup de choses. J'ai chez moi, par exemple, un énorme pavé. C'est une suite en un seul mouvement qui dure 35 minutes sur les Demoiselles de Rochefort, pour piano seul. Et c'est magnifique. Je ne l'ai pas joué parce que je ne peux pas tout enregistrer, mais il va falloir d'autres pianistes aussi pour jouer tout ce qu'il a écrit pour le piano. Oui. Des trios, des concertos, des tas de choses. Et les Demoiselles de Rochefort, justement, figurent dans cet album cinéma. Finalement, quand on écoute cette version des Demoiselles de Rochefort, Alexandre Tarot, on se dit que c'est vraiment du classique. Oui, Michel Legrand, il vient du classique. Il a fait le Conservatoire de Paris, il a travaillé avec Nadia Boulanger. Et puis après, c'était un électron libre. Il avait envie d'une soif de liberté terrible. Et il jouait du jazz déjà au Conservatoire. Il a été vers différents styles de musique. Et puis il s'est retrouvé naturellement dans le milieu du cinéma. Mais au départ, c'est un musicien classique. Oui, et d'ailleurs, Marguerite Monod, qui a composé les chansons de Piaf, c'était pareil. Elle devait intégrer la Villa Médicis, elle a refusé parce qu'elle préférait être libre et faire des variétés. Et elle a fait l'hymne à l'amour, La vie en rose et bien d'autres. Et avec du courage aussi, parce que ces gens-là, je pense aussi à François Robert, le musicien de Brel, oui. des musiciens qui auraient très bien pu être ou pianistes virtuoses ou compositeurs classiques, mais ils se sont vus piétinés toute leur vie par le milieu de la musique classique. Hein. C'est vrai. Ils ont tourné le dos au conservatoire, mais le conservatoire leur a tourné le dos aussi, sauf ces dernières années. Et ce disque que je fais là, c'est aussi pour les remercier, ceux qui sont encore vivants. Je leur dis merci, je ne suis pas le seul, d'autres musiciens le font, mais depuis quelques années seulement. Oui, parce que les compositeurs ont toujours été des hommes de l'ombre. D'ailleurs, sur scène, à part Piaf, on n'annonce jamais l'auteur et le compositeur. Alors oui, Piaf les annonçait, c'est vrai. Barbara aussi. Barbara aussi, rare, pas toujours. Mais ce sont des hommes de l'ombre à qui vous rendez hommage, parce que finalement, on connaît le nom de Georges Delerue, on connaît d'autres noms, mais on ne sait pas qui c'est. Et c'est ça, être musicien de cinéma, c'est travailler dans l'ombre, comme vous le disiez tout à l'heure. Et ces musiciens, pour la plupart, en tout cas ceux qui ont écrit des musiques il y a plus de 10 ans, ne pouvaient pas imaginer que ces musiques-là seraient rejouées, enregistré à nouveau, réarrangé et joué en concert par des orchestres et des instrumentistes classiques. Et c'est tout le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de partitions n'existent plus. Voilà. Mais par exemple, Georges Delerue, qui a écrit 350 musiques de films, qui a eu un Oscar, personne ne sait qui c'est. Georges Van Paris, qui a fait des musiques extraordinaires, comme French Cancan, comme celle du film French Cancan par exemple, où il a écrit La complainte de la butte, ou Paul Misraki. Mais on connaît leur musique. Je serais compositeur, parce que je suis un petit peu, mais à 5%, mais je serais pleinement compositeur. Est-ce que je préférerais qu'on se souvienne de mon nom dans 100 ans ou de ma musique ? Tant qu'à faire, je préfère que ma musique vive. Ce serait bien si on se souvenait des deux en même temps. Ce serait encore mieux. Alors justement, Paul Misraki, qui a fait donc 300 musiques de films, il avait un disciple qui est dans cet album, c'est Vladimir Cosma.
blanc avec une chaussure noire, je l'avais jamais entendu comme ça, Alexandre Au Tarot. piano. Oui. Vous savez que Vladimir m'a raconté qu'au départ, il avait pensé à faire jouer cette mélodie, on la connaît avec la flûte de Pan, par Stéphane Grappelli Oui. au violon jazz et aussi avec un oud. Cet instrument d'Afrique du Nord tellement beau, tellement fin. Et finalement, c'est devenu une flûte de Pan. Et il a sur son manuscrit, encore chez lui, dans son bureau, les 3 possibilités. Il a écrit une partie différente suivant l'instrument qu'il aurait choisi. Je crois que le musicien qui jouait sur ce disque est arrivé au dernier moment. Il n'était pas sûr d'attraper son avion. Et donc, Vladimir avait avait 2 autres possibilités. Et on oublie souvent que Grappelli a débuté au piano à Radio Cité, le premier poste parisien. Quand il manquait un pianiste, on faisait venir anonymement, en 1935, Stéphane Grappelli. Ça fait partie des choses qu'on a oubliées. Alors, il y a aussi quelqu'un que vous évoquez dans cet album, c'est Patrick Devers, qui est une de vos idoles, Alexandre Tarot. Ah oui, alors c'est vrai que c'est mon acteur fétiche, mon acteur préféré, parce que on parlait de Barbara tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas ça qui me touche le plus chez lui, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est d'aller jusqu'au bout, vraiment de mettre toute sa vie en jeu dans chacun de ses rôles. Et vous aussi, votre façon de travailler, quand vous travaillez un morceau, c'est d'aller jusqu'au bout, Alexandre. Oui, Tarot. mais enfin, quand il se mettait la tête en sang à côté, être pianiste soliste, c'est du 4 étoiles, hein, c'est bien confortable. Et à ses débuts au Café de la Gare, il était avec la bande de Coluche, et quand la salle était pleine, il sortait avec un tuyau d'arrosage et il arrosait le public qui n'avait pas pu rentrer pour qu'il parte. Et oui, c'était une grande école aussi de commencer par le café-théâtre. Je dois dire que moi-même, je vous disais en tout début d'émission que j'avais très peu de concerts au début, mais ça m'a permis de jouer dans des toutes petites salles, des tout petits machins où il y avait 30 personnes, où les gens étaient presque sur mes genoux. On parlait de Barbara, c'était l'Écluse, où les gens étaient vraiment à quelques centimètres de ses pieds. Et c'est la meilleure école parce qu'on prépare notre avenir. Quand on est capable de faire tout un récital Chopin dans 3 mètres carrés, ça veut dire qu'on est capable de jouer au Carnegie Hall. Je pense aussi. Alors, il se trouve que dans ce double album cinéma, il y a un hommage à un film un peu trop méconnu, mais qui est un chef-d'œuvre. Le Roi et l'Oiseau, qui est en fait un dessin animé de Paul Grimaud, qui était la bergère et le ramoneur au début, avec Jacques Prévert, et puis ils se sont fâchés avec le producteur, il y a eu une sorte de dépôt de bilan. Le film a été retravaillé après la mort de Prévert par Grimaud, et c'est devenu le Roi et l'Oiseau, qui est un chef-d'œuvre absolu. Et pourquoi avoir mis ce morceau dans... On vient d'entendre quelques notes, c'est quand j'ai commencé ma tournée, là j'ai fait plusieurs concerts la semaine dernière, et les gens adorent cette musique parce qu'ils ne l'ont pas entendue. Elle était quelque part nichée dans leur mémoire, mais ils ne l'ont pas entendue depuis longtemps. Cette musique est très connue en fait. Exact. Et le dessin animé est un chef-d'œuvre. Wojciech Kilar, donc un compositeur très peu connu, c'est Joseph Kosma qui devait faire la musique au départ. Et ils ont eu la bonne idée de demander à ce compositeur polonais qui a fait une mélodie très simple, très douce au piano, presque à un doigt, et des cordes derrière, quelque chose. C'est tout un métier de faire une musique de film qui entoure le film, qui aime le film et qui va parfois à contre-courant, qui n'en rajoute pas, mais qui est là comme un édredon, pas trop chaud, pas trop froid, qui le sert avec amour. Et puis dans cet double album où il y a quand même beaucoup de morceaux, il y a un classique avec 2 monstres sacrés. Tout le monde connaît Borsalino, Delon, Belmondo, leur envie de travailler ensemble, leur fâcherie. Et puis Claude Bolling, parce que Claude Bolling était un compositeur de génie qui a fait des tas de musiques de films, mais qui m'a toujours dit être malheureux parce que finalement il n'était pas reconnu à sa juste valeur. Il avait créé un big band qui lui coûtait une fortune. Il a demandé l'aide du ministère de la Culture, il ne l'a jamais obtenu. Oui, il est plus connu aujourd'hui comme pianiste de jazz, compositeur de jazz, que compositeur de cinéma, mais il a composé des musiques extraordinaires et Borsalino est peut-être la plus connue d'entre elles. Ça sent bon la pègre des années 30 à Marseille et puis il y a aussi ce film truculent qui met, c'est Jacques Deray qui a décidé de mettre ces deux acteurs qui étaient concurrents dans la vie dans une même histoire. Et ça vous a touché ce film comme d'autres musiques ? Le film m'a touché et la musique m'a touché. Parfois, on est bouleversé par une musique et pas le film.
certaines musiques de cet album ont perduré dans le temps, mais finalement, le film, on ne s'en souvient plus. Exactement. Et ces musiques, vous allez les jouer en concert dans toute la France, Alexandre Tarot? Oui, on fait toute une tournée. Je ne veux pas énoncer tous les noms des villes, mais la fin de cette tournée, c'est le 30 novembre au Théâtre des Champs-Élysées. On va bien s'amuser avec l'Orchestre national de Bordeaux-Aquitaine, dirigé par Pierre Dumousseau. Eh bien, je pense que les compositeurs n'auraient pas eu un tel rêve. Merci Alexandre Tarot. Je recommande à celles et ceux qui nous écoutent, qui aiment le cinéma, même s'ils n'aiment pas le cinéma mais la musique, ils adoreront ce double album cinéma. Et puis continuer à travailler ainsi et à innover, ça vous va très bien. Merci. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.